Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Non, mais c'est parce que nous sommes en direct, il faut le dire, tous les jours. Hier, absolument. on était en direct. Et le siège de l'invité d'avant, qui est un peu comme moi, et du coup, il est très très chaud. Et donc... on va tout savoir. Et donc voilà, on va je suis pas tout très savoir. Notre invité aujourd'hui, Emmanuelle Bach. Bonjour, vous êtes comédienne. Bonjour. Et vous êtes ici parce que vous avez réalisé un formidable documentaire, Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père. Donc on comprend que vous êtes la fille de Jean-Pierre Elkabbach. C'est un document qui a été diffusé. Vous savez, ça fait du Larsen, Gilles, quand on s'approche. C'est surtout qu'on qui a a mis été le son diffusé avant. sur France 5, qui est disponible sur la plateforme de France 5. Et vous revenez sur ce personnage qui était votre père. Quand je dis personnage à tous les sens du terme, formidable journaliste qui a traversé un certain nombre de gouvernements, qui a traversé le siècle pratiquement, enfin le siècle, oui, le demi-siècle, on va dire, enfin à cheval sur 2 siècles. Et puis des rencontres d'Arafat à Poutine. On voit un entretien avec Poutine et Arafat. Et c'est assez fou, quoi. Ouais. Il est témoin de l'histoire, en fait, votre papa. Il est le témoin d'une 60 ans d'histoire à peu près. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est c'est Martin qui a réalisé le film. C'est un film qu'on a fait tous les deux. Martin Weber, oui. Avec votre voix. Avec ma voix et la voix de Jean-Pierre. Oui, surtout. bien c'est sûr. ça qui nous a importé, parce que c'est un documentaire que je voulais faire avec mon père et qu'on avait prévu de faire ensemble, parce qu'on voulait un peu sortir de cette espèce de cliché, pour moi c'est un cliché d'homme comme ça qui a été quand même haï par beaucoup de gens. Oui. Et on voulait montrer autre chose, on voulait un peu sortir de cette chose figée et montrer que derrière tout homme public, il y a un homme privé et que souvent il y a un énorme grand écart. Et on voulait faire comme un voyage. Mais grand écart, et en même temps, vous n'êtes pas tendre sur certains aspects de sa personnalité, et en particulier la relation que vous avez eue avec lui, qui n'a pas toujours été évidente. C'était son boulot avant tout. Oui, mais c'est pas que. Oui. Oui, pardon, mais c'est pas que c'est pas tendre. Non, le mot n'est pas bien choisi. C'est juste et c'est honnête, et en même temps, il faisait partie aussi d'une génération qui était différente. Il faisait partie d'une génération d'hommes qui, quand même, privilégier leur métier. Et puis, c'est une époque, 60-70, c'est un vent de liberté qui souffle sur le monde. Ils voulaient plus de contraintes. Alors, nos parents nous aimaient, mais on n'était pas le centre de leur intention. Et il se trouve que lui, en particulier, j'étais pas le centre. Il avait une passion. Donc, quand on est petite, c'est très difficile à comprendre. Il n'est pas là, il préfère interroger des vieux monsieur, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de vieux monsieur, et vous comprenez pas. Donc, vous vous révoltez, mais après, vous comprenez, parce que ça n'empêche pas l'amour. Bien sûr, mais non, je disais, je vous racontais ce qui s'est passé quand vous êtes entré quand vous êtes entré dans le studio. Alexandra Spinner qui sortait, vous a dit: j'aimais beaucoup votre père, je l'aimais infiniment. C'était quelqu'un de formidable, et vous avez été touché par ses paroles. Vous avez dit: quelqu'un qui dit du bien, parce que vous avez souffert, vous, de cette image d'un homme dur. Non, j'ai pas souffert de l'image d'un homme dur. Je me suis beaucoup bagarrée à l'école, parce que les profs, les gens, et comme je dis, je veux dire, les gens de gauche, ils le trouvaient évidemment très à droite, mais les gens de droite, ils le trouvaient aussi très à gauche. Donc, à un moment donné, vous êtes battus. Donc, vous pouvez rien faire. Et puis, il avait une image d'un homme que moi je connaissais pas cet homme-là. Enfin, je connaissais son exigence, sa dureté, mais il était quand même hors norme, et il était tout et son contraire. Donc il avait des qualités exceptionnelles, des défauts exceptionnels. Il pouvait être à la fois extrêmement chaleureux et complètement indifférent. Donc dans ça, c'est très déroutant. 5 minutes. Mais pour moi, il était la norme. Enfin, je veux dire, moi, c'était mon père. Le travail, c'est toujours fait partie de mon éducation. Donc voilà, ce qui m'a peut-être un peu blessé, c'est peut-être les absences, de se construire dans les absences. Mais après, on grandit et puis on s'arrange. Et puis mes questions un peu à la Michel Sardou.
Il détesterait cette époque où les journalistes sont brocardés, où les journalistes ont justement des opinions, où on est critiqué sur les réseaux sociaux. Je pense que déjà il la connaissait un peu. Oui, je sais pas. Il est mort il y a 2 ans. Il nous a quittés il y a 2 ans. 2 ans demain. Ouais. Absolument. Je sais pas. Moi, j'aime pas parler à sa place parce que ça, il n'aimait pas du tout. Je parlais jamais à sa place et il parlait pas à la mienne. Mais lui, il a tellement pris que. Ouais. Et vous vous êtes retrouvés à la fin de sa vie ou pas? On s'est toujours retrouvés. Oui, on a toujours été. Non, mais on a toujours été très proches parce qu'il avait 2 qualités essentielles. C'est-à-dire, il était toujours à l'écoute, on pouvait parler de tout. Il était tout à fait dans le moment présent et il avait beaucoup d'humour. Ce qui fait qu'on a toujours parlé des choses très ouvertement, mais de tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Moi, je lui disais, voilà, et lui me répondait. Et donc, il y avait une énorme complicité. Ça n'a pas été un père modèle, mais ça a été un énorme complice, un énorme... mon meilleur ami, mon partenaire de fantaisie, mon clown, enfin voilà, donc... On va revenir sur le documentaire dans un instant, mais tout de suite le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie Emmanuel, hier, France 2, dans son 20h, a dégainé un enregistrement de Cédric Jubilard, enregistré le 17, le lendemain de la disparition de Delphine. France 2 s'est posé des questions sur cet enregistrement. Habilement, les 2 hommes l'interrogent alors sur le soir de la disparition. Qu'est-ce qu'elle avait comme chaussures? Des espèces de boots, des trucs chauds. Et une jean, sa doudoune blanche d'hiver. Et le pyjama dessous. Le cousin s'étonne. Comment pouvait-il connaître sa tenue alors qu'il affirme qu'il dormait? Cédric se reprend. Hey, c'est ce que je suppose. Mais moi, à 4h10, 4h moins le quart, c'est la petite qui m'a réveillé. Personne dans le lit. Ouais, je me suis laissé endormir sur le canapé, tu vois. Elle s'est endormie, tu vois. Personne. Bon, elle est au WC. Pas fait gaffe, c'est salle de bain. Puis là, j'ai commencé un peu à l'appeler. Je fais, t'es là? T'es par là? Rien. Pendant ces 20 minutes d'enregistrement, Cédric Jubilard n'évoque à aucun moment le fait que Delphine puisse être en danger, voire pire. Alors, j'ai eu Christine Bouillot, vous savez, qui est notre envoyée spéciale à Albi, pour en savoir un petit peu plus sur cette pièce. Alors, cette pièce n'a jamais été donnée à la police. Alors, donc, ce n'est pas une pièce à conviction, hein, c'est une pièce qui a été donnée par l'avocat de la partie civile, Maître Batik. Il faut savoir que, donc, c'est une pièce d'information et pas une pièce à conviction, ce qu'on a entendu. Elle n'a que 10 jours. On l'a découverte qu'il y a que 10 jours. Alors, évidemment, il y a des questions qui se posent. Pourquoi on l'a pas donné aux enquêteurs? Pourquoi la question se pose sur l'IA aussi, parce que alors nous on passe plein de choses avec l'IA, on peut tout faire avec. Et puis Christine Bouillot m'a dit que hier au procès, ils ont demandé aux frères pourquoi vous l'avez enregistré, pourquoi cette démarche d'enregistrer. Il n'a pas donné de réponse. Et donc, on peut aussi imaginer, est-ce que lui se fabriquait pas un alibi en faisant un enregistrement? Est-ce que si vous êtes en relation avec votre femme et que ça se passe mal, vous n'êtes pas étonné qu'elle soit partie, vous dites, elle reviendra quand elle reviendra. Donc, plein de questions se posent autour de l'affaire Jubilard. Et donc, vous pouvez aller sur le site de Sud Radio, il y a beaucoup d'articles, et puis vous pouvez retrouver Christine Bouillot, qui est notre correspondante. Qui assiste au procès. Mais avouez que cet enregistrement, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant vos débats, mais cet enregistrement est assez troublant d'entendre Cédric Jubilard le lendemain de la disparition de sa femme. C'est quand même un document assez Christophe fou. Ondelat s'est élevé contre cette diffusion. Il dit la diffusion dans un JT en plein procès d'une pièce. Alors lui, il dit qu'il figure dans le dossier d'instruction est délirante et cela s'ajoute à la surmédiatisation de cette affaire, etc., etc. Ça a été donné il y a 10 jours. C'est ce que Christine, je suis passé un peu de temps avec Christine, qui vous remplacera la semaine prochaine. Je laisse salut, puisque vous allez au soleil pendant que je reste. Je vous demande de raconter ma vie. Pendant que je reste sous les projecteurs. Vous n'allez pas au soleil? Alors. On a tous été touchés par la chanson de Renaud. Vous savez, toi, ma môme, je suis Morgane de toi, Lola. Lola, c'est Lolita et elle a bien grandi. Et évidemment, j'ai pris cet extrait parce que
Elle raconte la vie de son papa dans un livre qui s'appelle Renaud le livre. Elle était hier dans cet avou. Vous l'avez vu et ça m'a tellement fait penser. Elle a fait un travail incroyable. Et ça m'a tellement. On va en parler de 30 secondes après. Ça m'a fait notamment sur le concert qu'il a fait. Bien sûr. C'est extraordinaire. Et ça m'a tellement fait penser à vous que je me suis dit. Les étoiles se croisent, je reçois quelqu'un qui raconte son papa et elle raconte son papa. Hier, dans cet avou, elle a raconté qu'elle avait un papa compliqué, mais qui savait lui faire des surprises. C'était un jour de pluie dans le sud, ce qui n'arrive que très rarement. Et on s'ennuyait à la maison, regarder Ma sorcière bien-aimée en boucle. Et à un moment, il me dit, vas-y, va chercher dans le jardin des murs, va ramasser des murs. Et en fait, je suis allée dans le mûrier, j'ai trouvé une bouteille avec un parchemin de pirate dedans, enfin de chevalier. Et ça a mené sur 3 jours de quête. On a dû aller d'endroit en endroit, finir d'indice en indice. On a fini à minuit, à la pleine lune, dans un vieux mas abandonné. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait des gardes partout. Voilà. Et on a creusé dans un trou et on a trouvé un coffre au trésor avec des pièces abandonnées. Et en fait, j'ai appris, mais 25 ans plus tard, que c'était lui et son meilleur pote, qui était son copain de bistrot, Michel Mélanie, qui nous avait organisé ça depuis des années, enfin des semaines. Ils étaient là en train de retrouver des vieilles pièces. Il attendait juste le jour de pluie. Voilà. Vous l'avez vu hier, elle était assez émouvante. Et puis le travail qu'elle a fait, incroyable. Incroyable, de réussir à obtenir toutes ces vidéos. Elle a eu 2 heures pour refaire. Et les images, enfin ce que j'ai vu hier, c'était très émouvant. Ouais, elle a retrouvé effectivement. Elle est très touchante. Oui, elle est touchante. Elle a retrouvé des images de vidéos d'un concert où tout était tombé en panne, la vidéo, le son, etc. Et elle a retrouvé des gens qui avaient filmé ce concert de 2007, je crois. Et est-ce que vous avez un souvenir d'anniversaire ou une surprise de votre papa? Et votre papa connaissait aussi des gens connus. Est-ce que, par exemple, si vous étiez fan d'un chanteur, est-ce qu'il vous a présenté? Pas du tout. C'était pas son genre. Là, pas du tout. Alors, déjà, les anniversaires, c'était pas son truc. Ni les Noëls, d'ailleurs. Donc, on fêtait pas tellement on allait dîner ou déjeuner, mais c'est tout. Donc vous n'êtes pas comme Lolita, vous n'avez pas fait de chasse au trésor. J'ai pas fait de chasse au trésor, j'ai pas fait la chasse au Père Noël. Non, pas du tout. Rien du tout. Bon, vous connaissez Valérie, le magazine du poids des mots et du choc des photos. Je cite pas son nom, vous allez comprendre pourquoi. Le choc, c'est le comédien François Civil qui l'a eu en se voyant en une avec sa compagne pour annoncer qu'elle était enceinte. Ce n'était pas le cas. Hier, François Civil était dans le 1945 de M6, interview exclusive. Il était un peu remonté. Ma vie privée m'est chère, donc j'essaie de la garder privée. La preuve, je crois que j'ai communiqué sur rien de rien et je vais continuer à faire comme ça. Maintenant, là, je note que, en effet, il y a pas longtemps, il y a eu une couve de magazine qui est sortie, que je ne citerai pas pour pas leur faire de pub, et qui en plus répand une information qui est fausse. Donc, c'est pas à moi d'en tirer les conclusions, mais c'est plutôt au lecteur de ce magazine de se demander si ça vaut le coup de continuer à le lire ou pas. Maintenant, oui, le revers d'une médaille, pareil, moi je me tiens loin de cette presse-là. C'est pas ce que je lis, c'est pas ce qui m'intéresse, et j'ai l'impression en plus qu'aujourd'hui, on a des sujets d'actualité autrement plus importants que des informations qui, eût-elle été vraie, n'intéressait personne. L'ironie de l'histoire est assez folle, parce que la une qui était prévue, c'était celle avec Florent Pagny, et qui a été remplacée par François Civil pour cette annonce, et que Florent Pagny s'en est pris aussi à ce même hebdomadaire la semaine dernière dans cet avou, en disant on m'a annulé une pour mettre quelqu'un et pour annoncer une naissance, et ça l'avait choqué parce que dans l'entretien il parlait de sa maladie. Bien sûr. Bon, alors écoutez bien ce que je vous ai trouvé. Attention. Émotion ou pas? Non, ça va vous faire rire. Aujourd'hui, c'est la manif des syndicats, mais bientôt, ça sera celle des patrons et du MEDEF. Alors, ils sont un peu revenus en arrière, ils devaient défiler, mais finalement, ça sera un meeting à l'Accor Arena le 13 octobre. On ne les verra pas dans la rue avec leurs gourmettes, leurs montres et leurs pulls jacquard. Non, je suis pas dans les clichés. Je suis pas du tout dans les clichés. Et donc, vous avez un groupe qui s'appelle les Goguettes. Alors les Goguettes, ils parlent. Vous les connaissez? Ils sont assez drôles. Ouais. Alors, ils sont assez drôles. Ils parlent d'actualités de chansons. Et ils ont imaginé que le MEDEF était comme les syndicats aujourd'hui, dans la rue avec des slogans. C'est très drôle. Tu peux trembler, Smika, on va te bouffer tout cru. Ouais, c'est bientôt le grand soir. Le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. Solidarité avec Patrick Pouyanné. Solidarité avec Vincent Bolloré.
Merci qu'il ne le veut pas, nous on est là. Pour le bien des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires. Merci qu'il ne le veut pas, nous on est là. Sachez que les Goguettes seront à Bobino, à Paris, tous les lundis du 9 mars au 27 avril 2026. C'est une grande tournée. J'ai été voir pour essayer de donner des dates, mais presque toutes les dates sont complètes. Il y en a un petit peu à Nîmes et un peu dans le sud. Voilà, c'était les Goguettes. Et c'était très évidemment et très très drôle. Emmanuel Bach, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler de votre papa Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père. Donc vous allez m'expliquer le titre, autoportrait de mon père. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Emmanuel Bach. Vous êtes la fille de Jean-Pierre Elkabbach et on peut voir en replay sur la plateforme de France 5 Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père, réalisé par Martin Weber, avec votre voix qui raconte ce père qui était un père hors du commun. C'était un personnage, déjà un journaliste hors du commun qui a marqué la vie politique française. Vous disiez que vous aviez eu l'idée, l'envie de faire ce documentaire avant qu'il ne décède. Oui, on avait envie de faire quelque chose tous les deux. Ouais. On avait envie de sortir, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu de ce personnage figé. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose de plus intime pour qu'on découvre un peu l'homme beaucoup plus chaleureux, drôle, avec beaucoup d'autodérision. Ça peut paraître, mais beaucoup d'autodérision, dur parfois, et puis de faire un dialogue. Ouais. Ensemble et sans complaisance, mais un dialogue et de le laisser comme ça, parce qu'il était difficile à interviewer. Il préparait tellement les choses que même quand il était en interview, il était toujours un peu comme si c'était un tracker. En plus, c'est quelqu'un qui était tout le temps dans le doute. Même après tant d'années. Tout le temps. Je veux dire, il travaillait les interviews. Après, on le voit d'ailleurs parce que vous avez toutes ces fiches, vous avez gardé. Toutes ces fiches, elles sont où désormais ces fiches? J'en ai quelques-unes. J'en ai. Ah bah oui, il y a un plan incroyable. Vous êtes sur un lit. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Mais oui, il préparait tout. Il était tout le temps dans le doute. Il travaillait. Il faisait que ça. Il pouvait s'endormir en travaillant. Il s'endormissait. Un jour, il s'est ouvert le crâne en travaillant. C'est-à-dire qu'il est tombé en arrière. Il travaillait à minuit et demi. Il était tellement fatigué, il est tombé en arrière, il s'est ouvert le crâne. Mais c'était le travail. Alors le travail et l'humour, on pouvait l'entendre chez nos confrères d'Europe 1, où il a été longtemps la voix d'Europe 1, et ces fameuses punchlines face à des politiques. Alors vous allez entendre le jeune Macron, et vous allez entendre également notre ancien Premier ministre, François Bayrou, qui était très énervé par votre papa, puis il y en a 2-3 autres. On écoute un petit peu un florilège, parce qu'il faut l'entendre quand même sur une émission sur Jean-Pierre Elkabbach. La gourmandise. Et écoutez sur Europe 1. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Bienvenue André Valigny, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Enfin, vous voilà, la génération qui promet de parler sans langue de bois. Bienvenue pour votre première. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Quelles dépenses ont réduit? Mais quelles dépenses ont réduit? Jean-Pierre Elkabbach, si vous m'écoutiez. Non, mais alors, je ne fais que ça. Eh bien. Et je n'entends que des diagnostics. Je veux des réponses. Des réponses pour les Français qui vous écoutent et qui vous aiment bien. Ça y est, je peux parler maintenant? Ce soir. Permettez que je termine là-dessus. Mais où est le trafic d'influence? Où est la corruption? Qui a corrompu? Pour quel objet? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, ces motifs ont été retenus dans le seul souci de la continuation d'humilier, de m'impressionner, de m'empêcher et de me diffamer. Vous demandez leur nullité? Mais, bien sûr, je ne leur demande pas leur confirmation. Vous imaginez d'entendre Sarkozy et comment c'est lié à l'actualité et comment il allait parler directement de la corruption? Non, mais quand j'entends ça, ce qui m'interpelle, c'est la gourmandise. Ouais.
C'est-à-dire, c'est cette plaisir, cette jubilation, ce plaisir à faire son travail, cette insolence. Enfin, c'est ça qui. Alors, il y a un autre extrait qui va vous faire plaisir. Il y a eu un débat avec Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, qui était animé par Paul Amar. Paul Amar est venu avec des gants de boxe, pour rappeler à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vécu cette séquence. Après. À ce moment-là, Jean-Pierre Elkabbach dirigeait le groupe France Télévisions, puisque c'est grâce à lui qu'il y a eu la fusion, d'ailleurs, rappelons-le. Et à ce moment-là, Paul Amar, très vexé de plus être au journal, sort un livre qui est un brûlot contre Jean-Pierre Elkabbach. C'est à vous, l'invite. J'ai même la date, le 12 septembre 2014. Il va répondre à Paul Amar. Mais vous savez, pour parler de lui, il y a mieux qu'un livre de mémoire. Est-ce que vous savez qui parle le mieux de Paul Amar? Vous savez? Non. Sa carrière. Et je pense que il ne faut jamais être victime de ses rancunes et de ses amertumes. Vous pensez que c'est ça? C'est le livre d'un homme blessé, plein de rancœur, qui n'a pas eu la carrière qu'il a voulu? C'est dommage. Et c'est dommage. Et j'ai envie de dire, comme Michel Drucker, Paul, l'aigreur est toujours une mauvaise conseillère. Et je vais dire, au-delà de tout ça, amitié. Et je te rappelle que je t'ai invité dès le mois de juin à venir à Bibliothèque Médicis sur Public Sénat et que tu n'as pas osé me répondre. C'est dommage, on aurait eu une bonne conversation sur la base de vérité. Il t'es cash, hein. C'est violent, hein. Violent, oui, non, c'est honnête. Moi, je trouve pas ça violent, je trouve ça... expliquons-nous, parlons. Oui, enfin, qu'est-ce qui parle le mieux de votre carrière? Qu'est-ce qui parle le mieux de vous, votre carrière? On peut toujours se poser la question d'où on parle. Quand on parle toujours d'un endroit, que ce soit les journaux, personne n'est exempt on parle toujours d'un endroit, soit d'une blessure, soit d'une... Bon, et puis, pardon. Je voulais mettre un petit dernier extrait pour entendre votre papa, parce qu'on a envie de l'entendre quand même. Son meilleur ennemi et son meilleur ami, Georges Marchais. La politique d'union de la gauche reste, selon moi, la seule issue. Autour du programme commun. Attendez, écoutez. Deux choses l'une. Vous avez déjà reçu un avertissement de tous les syndicats de journalistes contre le fait qu'on ne peut pas s'exprimer à Antenne 2, d'après le communiqué que j'ai vu. Faux. Bon, il y a un communiqué des syndicats, de l'intersyndicale. Pas se mêler de problèmes de journalistes, on y répondra quand il le faudra, monsieur Marchais. Écoutez, Elkabbach. Voilà. Écoutez, Elkabbach, mais le taisez-vous, Elkabbach n'existe pas. Non, c'est pas. Thierry Leluron. Autoportrait de mon père. C'est un peu un pas un oxymore, mais un peu quand même. Mais autoportrait c'est pour ça. Oui. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est exactement ça. Mais c'est ça aussi, parce que vous êtes présente tout au long de ce documentaire, par votre voix, en pointillé par votre voix. Et puis il avait un point commun avec Valérie, c'est une passion des livres incroyable. Ouais. C'est sa grande passion. Il a aimé faire Bibliothèque Médicis. C'est une de ses plus grandes fiertés. Je pense que c'est vraiment ce qu'il a adoré faire. C'est un homme de culture, hein. Il aimait vraiment tout, le théâtre, l'opéra. Et il prenait comment les imitations bien, très bien. Oui, ça le faisait rire. Canteloup, il adorait. Ouais. Ah bon. Non, il prenait bien. C'est une auditrice nous dit c'était un très grand journaliste. Eh bien, regardez, allez sur la plateforme de France Télé, France 5, Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père. C'est un très très beau portrait de Jean-Pierre Elkabbach. Vous découvrirez un homme que vous ne connaissez peut-être pas, avec des interviews exclusives qui ont été tournées peu de temps avant sa mort, des images qui n'avaient jamais été diffusées non plus sur son retour à Oran. La fameuse interview avec Mitterrand. Absolument. Beaucoup de choses. Merci Emmanuel Bach d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans quelques jours. Voilà, merci. Très bonne journée sur Sud Radio. Absolument. Vous serez là demain avec la gaffe. Et Jean-Marie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons